On arrive à notre dernière présentation d'aujourd'hui. C'est donc Madame Pernille Reuille, historienne travaillant sur les empires européens, et en particulier l'empire français et l'empire danois. Donc, Madame Reuille a fait ses études à Cambridge. Elle enseigne actuellement à l'Université de Pittsburgh. Mais il s'avère qu'elle avait aussi fait des études à Paris. Et donc, elle va nous parler en français, si je ne me trompe pas. Je vais essayer. OK. Donc, elle va nous parler en français. Et son sujet d'aujourd'hui, c'est donc des îles à l'empire territorial, l'administration coloniale française à Gorée et Saint-Louis, 1763, donc juste après la guerre de 7 ans, 1789, l'année de la Révolution française. La parole est à vous. Je vais juste vous passer en plein écran. Bon. OK, j'aimerais d'abord remercier professeur Sanjay Subramaniam de m'avoir invité. C'est un grand plaisir et un grand honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Et comme Sanjay averti, je vais essayer de parler en français, donc j'espère que vous pouvez me comprendre. Bon, je vais vous transporter vers l'autre côté de l'Afrique et aussi 100 années plus tard. Bon. En juin 1763, le célèbre botaniste Michel Adanson envoyait un long mémoire au secrétaire d'État à la marine en charge des colonies, le duc de Choiseul. Adanson voulait lui exposer les raisons pour lesquelles la France devait absolument conserver la petite île de Gorée située dans le baie de Dakar. Selon Adanson, le commerce des esclaves, de la gomme arabique et des plantes exotiques entre Gorée, la Guyane française, les Antilles et la France métropolitaine pouvait s'avérer très lucratif. Mais le but principal, comme Adanson l'expliquait à Choiseul, était l'assurance d'avoir un pied sur le côte d'Afrique et de rentrer un jour dans tous ses droits dès que ce pays paraîtra avantageux à la France. Adanson avait exploré le Sénégal entre 1748 et 1754. Après son retour en France, il craignait que la perte du Sénégal par la France suite à la guerre de 7 ans ne conduise Versailles à négliger l'île de Gorée, dans laquelle il voyait la clé pour la France d'un futur empire colonial en Afrique. Comme je souhaite le montrer aujourd'hui, Adanson n'était pas le seul à nourrir ses ambitions. Entre 1763 et 1789, nombre de Français se mirent à rêver d'un empire français en Afrique en arrivant à Gorée. Pour eux, le potentiel agricole de l'Afrique était énorme et ses sources de main-d'œuvre inépuisables. Parallèlement à la traite des esclaves, ils commençaient même à expérimenter des modèles coloniaux visant à rendre superflue la présence française en Amérique. C'est le rôle joué par Gorée tout d'abord, puis par l'île Saint-Louis, comme générateur de ce rêve d'Adanson et d'autres Français qui m'intéressent ici. Il convient de souligner, pour commencer, que le rêve d'empire colonial en Afrique n'était pas partagé par les ministres à Versailles. Entre 1763 et 1789, l'empire colonial français était réduit à de petites îles et comptoirs. Avec le traité de Paris qui mit fin à la guerre de 7 ans, la France avait perdu, en plus du Sénégal, le Canada et la Louisiane. Mais elle avait réussi à conserver les Antilles, l'île de France, l'île de Bourbon, Madagascar, Saint-Pierre et Miquelon, la Guyane française et quelques petits comptoirs le long des côtes africaines et indiennes. Cette poignée de comptoirs et des îles était néanmoins très profitable et permettait un commerce colonial florissant. La production de sucre des îles, et notamment Saint-Domingue, la Martinique et la Guadeloupe, était ainsi passée de 67 000 à 80 000 tonnes, celle de café de 4 500 à 38 000 tonnes et celle de coton de 900 à 4 600 tonnes.
Pour cultiver ces produits, les négriers français déportaient environ 500 000 Africains vers les Antilles entre 1763 et la Révolution française. Pour la plupart des Français, l'Afrique du XVIIIe siècle était donc vue comme l'annexe des Antilles. Cette floraison du commerce colonial faisait partie d'une stratégie de non-territoire. Même si les historiens remarquent souvent qu'il n'y avait jamais eu de véritable politique coloniale sous l'Ancien Régime, mais seulement une succession de politiques diverses à coup par coup, l'historien Jean-François Rougiot a justement démontré l'existence de ce qu'il a nommé une stratégie de non-territoire après la guerre de 7 ans, quand la couronne ne s'intéressait pas à la conquête, mais cherchait à renforcer son économie coloniale basée sur le sucre et le café des îles antillaises. Conformément à cette stratégie de privilégier seulement la production des Antilles, il paraît évident que le rôle officiel de l'île de Gorée n'était pas d'initier l'expansion coloniale française en Afrique. Comme l'indiquait clairement le duc de Choiseul dans ses instructions au gouverneur de Gorée après la guerre de 7 ans, le commerce était le but recherché par la possession de Gorée. L'île n'était destinée qu'à protéger la traite des esclaves et à offrir une étape aux navigateurs français qui allaient commercer sur le côte. Et pourtant, entre 1763 et 1789, l'île de Gorée devint le point de départ de rêves d'empire et de tentatives de création de colonies et de plantations. Comme je souhaite le montrer aujourd'hui, ces expériences conduites étaient le fruit de la nécessité. Après la fin du monopole de la Compagnie des Indes en 1763, ça c'est en Afrique, la couronne française prenait directement en charge l'administration en Afrique et l'île de Gorée devenait le siège officiel du gouvernement de la côte africaine. Mais à cause de son aridité, elle ne produisait par elle-même la nourriture nécessaire à sa population. De plus, la couronne française ne réussissait pas à fournir un ravitaillement fiable à ses colonies. L'administration française à Gorée était donc obligée de s'approvisionner sur la terre ferme, dite la Grande Terre. C'est en mesurant combien la Grande Terre était fertile que les gouverneurs français ont commencé à percevoir ce lieu et tout le continent d'Afrique comme une terre promise pour le développement des mines d'or et des plantations agricoles. Ils pensaient même que l'Afrique pourrait un jour remplacer complètement l'empire colonial que la France était en train de perdre de l'autre côté de l'Amérique. Tel était le cas quand le premier gouverneur français de l'île, Poncet de la Rivière, arrivait à Gorée fin 1763. Poncet trouvait l'île complètement ruinée après son occupation militaire par les Britanniques. Ce n'était plus l'île idyllique décrite par exemple par Adanson. Dans ses écrits, Adanson décrivait Gorée comme une île agréable, en forme de jambon. Il louait aussi les efforts de Saint-Jean, le frère du directeur général de la Compagnie des Indes, pour établir la petite colonie. Ayant découvert des sources d'eau, Saint-Jean avait planté de beaux arbres fruitiers et des légumes dans les petits jardins. Et selon Adanson, Saint-Jean avait donc fait d'une petite île sèche et stérile un séjour sûr et charmant, protégé par des fortifications. Entre ses mains, concluait Adanson, Gorée était devenue une place imprenable. Mais même si Adanson avait trouvé Gorée imprenable, les Anglais occupèrent l'île de décembre 1758 jusqu'à l'arrivée de Poncet de la Rivière en septembre 1763. Le triste spectacle d'une île en ruine qui s'offrait à Poncet le jour de son arrivée contrastait avec la description de Gorée offerte par Adanson avant la guerre. Le sauvetage de l'île passait par un lourd travail de reconstruction. Grâce aux ouvriers et aux soldats venus de France, Poncet de la Rivière entreprit de rétablir l'administration locale.
Ce travail était d'autant plus difficile que la métropole ne fournissait pas d'approvisionnement fiable. Après 8 mois de silence, pendant lesquels aucun bateau de France n'apportait les secours nécessaires, Poncet fut forcé d'envoyer une goélette à la Martinique pour avertir le ministre de la Marine de l'état déplorable de la colonie. Comme il l'indique dans ses lettres à Choiseul, il avait déjà perdu une partie de ses ouvriers, soldats et officiers d'infanterie. L'île de Gorée, écrit Poncet, était sur le point de tomber d'elle-même si elle n'est promptement secourue. Poncet de la Rivière faisait néanmoins de son mieux pour rétablir l'administration. Dès son arrivée, il obtint le soutien de la population de Gorée. Des femmes indigènes nommées señoras étaient d'une importance particulière en tant que propriétaires principales des bâtiments et des esclaves sur l'île. Ainsi, elles acceptaient de louer leurs maisons à leurs esclaves aux Français dès leur arrivée. Et par ailleurs, beaucoup de ces femmes formaient des relations temporaires avec des officiers français. La correspondance de Poncet souligne également ses tentatives pour établir l'approvisionnement en eau et en nourriture à Gorée. Ayant trouvé des sources d'eau sur l'île, il fit faire une fontaine. Mais malheureusement, l'eau de la mer y avait pénétré à cause de grandes marées. Le ciment qu'il avait été obligé d'utiliser pour cette fontaine était fait de choux et coquillages meulés aux briques médiocres qu'il avait trouvées sur place. Ce ciment n'était pas assez solide pour empêcher l'eau de mer d'y pénétrer. Pour compenser le manque de fournitures de la métropole, Poncet de la Rivière se trouvait donc forcé d'établir un contact direct avec la Grande-Terre. Il rétablit rapidement les anciens comptoirs de la Compagnie des Indes à la terre ferme, et après 8 mois, selon Poncet de la Rivière, les endroits où le pavillon du roi est aboré le long de cette côte étaient le Cap Manuel, le Cap Banard, la résidence de Rufisque sur le pays de Cayor, la résidence de Portudal sur le pays de Baol, la résidence de Joal sur le pays de Sine et la résidence d'Albreda en Gambie sur le pays de Bar. Pour mieux décrire les plus importants, son ingénieux géographe, M. de Grandjean, fit faire ce plan. Et comme Poncet l'indique à Choiseul, vous voyez par ce plan que je suis maître à présent des 2 points essentiels qui peuvent conserver la communication de Gorée à la Grande-Terre, Cap Manuel et Cap Banard. Pour défendre ce territoire, il le fortifiait avec des canons. Ainsi, selon Poncet de la Rivière, je cite, « L'île de Gorée ne peut plus, suivant ce système, être prise ni par famine, ni par faute de communication à la terre. » Le territoire de la Grande-Terre fut acquis d'une manière remarquable. Poncet de la Rivière note dans ses lettres qu'il avait obtenu les 2 caps de gouvernement de Damel, le titre donné au roi de Cayor. Selon Poncet de la Rivière, le Damel avait donné et garanti en toute propriété ses terres à Poncet et ses successeurs, parce que Poncet avait racheté un des parents de Damel que les Anglais tenaient en esclavage. Le territoire était donc une sorte de cadeau, mais quand on le verra plus tard, ce cadeau a été offert aux Français plusieurs fois. Cap Manuel et Cap Bernard deviennent rapidement essentiels à la survie de Gorée. Au Cap Manuel, Poncet fit faire des parcs pour les bœufs destinés à l'approvisionnement de l'île. Il fait planter aussi quelques racines et graines comme haricots, lentilles, riz, patates et giromons. Cap Bernard, à son tour, fut également utilisé pour les cultures et le pâturage. Poncet de la Rivière fit aussi construire un hôpital, puisqu'il était impossible, à son avis, de guérir sur l'île de Gorée le scorbut et le malaria ordinaire.
La Grande Terre devint ainsi une source essentielle de nourriture et de soins médicaux pour la population de Gorée. C'est en établissant ces liens vitaux avec la Grande Terre que Poncet de la Rivière conçut ses projets d'expansion coloniale. Les petits jardins de Cap-Manuel lui firent envisager la possibilité d'y créer une plantation de coton, une culture adaptée à l'environnement local. Ses rêves coloniaux étaient encore plus approfondis en ce qui concerne le Cap Banard qui devait donner accès aux mines d'or de Bambouk. Poncet développa ses ambitions coloniales dans les moindres détails en faisant constamment référence aux colonies européennes dans les Amériques. De plus, ses projets de création de plantations agricoles étaient liés à la rivalité coloniale entre la France et la Grande-Bretagne. Il était, par exemple, impatient de s'emparer des îles dans les archipels de Bissago, de Guinée-Bissau. Les Portugais avaient déjà un fort à Bissau, mais selon Poncet, les Français avaient aussi un petit terrain. À son avis, cet archipel possédait les meilleures terres d'Afrique. Il envisageait d'y former des habitations comme en Amérique. Il avertit également que la France devrait le faire rapidement. Sinon, les Anglais le feraient, ce que serait pour Poncet, je cite, un coup manqué pour les Français. Si Cap-Manuel inspirait les rêves de plantation agricole, Cap-Bernard faisait rêver d'or. Comme beaucoup de marchands et d'administrateurs européens avant lui, Poncet rêvait de l'or des mines de Bambouk. Il rappela au ministre de la Marine que la Compagnie des Indes y avait déjà un fort. Selon lui, les indigènes l'avaient conservé aux Français. Le fort dont Poncet parlait était à 15 jours de marche de Cap-Bernard. Au cas où Versailles serait prêt à le reprendre, il décidait de soumettre une proposition détaillée sur la façon de sécuriser les mines. Voici son plan. J'enverrai une caravane de chameaux chargés de marchandises pour prendre possession de cet endroit, avec une dizaine d'Européens des plus acclimatés et pareil nombre de Noirs affidés. Les chameaux leur portaient des marchandises pour se tenir longtemps dans le fort. Il y a une douzaine de petits canons sur ce fort. Ainsi, en portant de la poudre et faisant traîner des chariots pour les boulets, on serait en état de défense. De plus, Poncet était convaincu que Sirati, le roi des foules, qui était la puissance prépondérante dans le pays de Bambouk, l'accueillera amicalement puisque ce roi avait refusé de recevoir les Anglais. Celui qui pouvait poser des problèmes, selon Poncet de la Rivière, était le roi de Yolof. Pour passer de Cap-Bernard à Bambouk, il fallait traverser les royaumes de Cayor et Yolof. Et le damel de Cayor était déjà lié par des intérêts communs avec les Français, mais cela n'était pas le cas avec le roi de Yolof. La solution que Poncet proposait, au cas où ce roi poserait des problèmes, était d'exploiter sa rivalité avec le damel de Cayor, ou comme il disait, et je lui cite, « S'il ne veut pas s'arranger avec moi, je lui ferai faire la guerre par la damel. » Les rois de Cayor et de Yolof sont ennemis dès l'instant qu'ils sont rois, le roi de Yolof ayant des droits sur le pays de Cayor. Par cette raison, le damel a intérêt de l'affaiblir. Je leur ferai ainsi bien sentir leur intérêt et je donnerai à Damel des pressants de poudre et de balles afin de l'engager à attaquer le roi de Yolof. En divisant pour mieux régner, Poncet se croyait capable de s'emparer des mines de Bambouk pour la France. Mais les plans de Poncet ne s'arrêtaient pas là. Il décrivait ensuite comment trouver des ouvriers pour travailler dans les mines. Selon lui, les travailleurs pourraient être obtenus chez, et je cite, les petits princes des environs des mines. Il calculait que si le roi de France pouvait compter sur 10 000 travailleurs africains, les mines pourraient lui rapporter 10 000 gros d'or chaque jour.
Si des Européens dirigeaient le travail des Africains, le roi pourrait en tirer 50 000 gros d'or, c'est-à-dire environ 200 kilos d'or par jour. Et si cela ne suffisait pas, Poncet recommandait que, et je cite, « on pourrait même en punition envoyer des Blancs travailler aux mines ». Et en conclusion, il soulignait que les mines de Bambouk étaient les mines les plus riches du monde, encore plus riches que celles du Brésil. Poncet fut rappelé en métropole avant de pouvoir donner suite à ses projets d'expansion. Sans surprise, ses efforts étaient parvenus à irriter les officiers servant sous ses ordres, la population locale et bien sûr les Anglais. Les officiers et la population permanente de Gorée l'accusaient de s'adonner à la traite des esclaves à son compte, et les Anglais s'opposaient à ses visées expansionnistes. Les projets de Poncet avaient même provoqué de vifs échanges diplomatiques entre la cour de France et l'Angleterre. Pourtant, il est clair que Versailles ne s'intéressait pas à ces projets. Le ministre de la Marine refusait même d'en parler dans sa correspondance avec Poncet. C'est seulement par les références aux propositions de Poncet de la Rivière dans les instructions données à son successeur que nous savons que le ministre y avait porté attention. Le successeur de Poncet est un homme proche de cour, le chevalier de Ménager. Ménager avait une connaissance intime de l'Empire colonial français pour avoir fréquenté les Antilles aussi bien que les Indes orientales. Juste avant sa nomination, Choiseul l'avait fait venir à Versailles pour servir comme conseiller. Mais la soif d'aventure de Ménager l'a poussé à demander un poste de gouverneur colonial. Choiseul appuyait sa nomination dans l'espoir qu'il causerait moins de difficultés que Poncet de la Rivière. De fait, les instructions de Ménager lui ordonnaient d'abandonner tous les établissements superflus créés par son prédécesseur. Il affirmait aussi que le roi de France n'avait pris le contrôle de Gorée et de ses dépendances que pour protéger la traite négrière française. Et pourtant, l'histoire était sur le point de se répéter de plus d'une façon. Ménager se montrait aussi attiré par les opportunités d'expansion que Poncet de la Rivière. Comme son prédécesseur, il voyait la Grande Terre comme une solution pour la défense de Gorée, ainsi que comme un territoire prêt à accueillir des plantations. Ménager informait d'ailleurs le ministre que le Damel lui avait cédé une vaste étendue de terre d'environ 70 km de circonférence entre Rufisque et la Cap-Vert. Ménager expliquait cette concession par la gratitude de Damel pour l'intervention de Ménager qui avait obtenu la libération de certains membres de sa famille détenus comme esclaves par les Anglais. On ne peut se demander ce que le ministre et ses assistants à Versailles pensaient en entendant cette même histoire de sauvetage une fois de plus. Mais contrairement à Poncet, Ménager parvint à créer une petite colonie de peuplement sur ce territoire de la Grande Terre. Et en fait, il ramène des anciens Acadiens. Avant de se lancer dans l'application de ces projets, Ménager nommait un capitaine, M. Lelarge, pour inspecter le territoire. Le rapport de Lelarge décrivait une terre fertile, particulièrement propice à la culture du millet, du coton et de l'indigo. De plus, Lelarge décrivait ses habitants comme, et je lui cite, robustes, bien bâtis et ancrés dans la région. Il expliquait que la plupart d'eux travaillaient dans la pêche ou dans l'agriculture. Instruit par ce rapport, Ménager affirmait que les colons français pourraient obtenir, et je cite encore, autant des noirs que nécessaire pour cultiver les terres pour 120 livres par an, y compris leur nourriture. Le gouverneur soulignait que cette main-d'œuvre disponible serait d'une grande utilité aux Français désireux de s'installer dans la colonie.
Ménager et Le Larche cherchaient manifestement à mettre en évidence l'importance de la main-d'œuvre de la Grande Terre que les colons français pourraient aisément employer à la culture de la canne à sucre, du café et du l'indigo. Il est plus difficile de savoir si le commentaire de Ménager sur le paiement de ces travailleurs indique une préférence pour l'utilisation d'une main-d'œuvre libre plutôt que des esclaves, une question que l'on commençait à débattre à cette époque-là en France. En effet, les administrateurs coloniaux en poste en Afrique n'étaient pas les seuls à proposer de déplacer les plantations de café, du coton et de canne à sucre des îles de l'Amérique vers l'Afrique. Depuis la guerre de 7 ans, les économistes français commençaient aussi à envisager un tel transfert de production agricole. Pour ces penseurs économiques, la culture de la canne à sucre dans les Antilles était trop coûteuse à long terme puisqu'elle reposait sur l'esclavage, un mode de production qu'elle considérait comme pervers et onéreux. Dans leurs écrits, ils proposaient donc de créer des plantations sur le continent d'Afrique en y employant la population locale comme des travailleurs libres. Pour les économistes, ce projet de développement agricole pourrait même faire favoriser l'émergence de la civilisation, c'est un mot qu'il invente en fait, en Afrique. Ces idées furent ensuite reprises par Raynal et Diderot dans l'histoire des deux Indes, puis par les abolitionnistes françaises et britanniques dans une sorte de abolitionnisme impérialiste. Lorsque le nouveau ministre de la Marine, le duc de Praslin, apprit que Ménager poursuivait le projet de créer une colonie sur la Grande Terre, il s'en allait consulter le roi. La réponse qu'il a reçue et qu'il transmit ensuite à Ménager démontrait clairement l'attachement de la couronne à une politique de non-territoire. Comme Praslin l'expliquait, et je cite, ça c'est dans lettre de Ménager, « Sa Majesté a approuvé votre conduite et le traité que vous avez fait, mais son intention est que vous n'y faisiez faire aucun établissement pour son compte. Vous devez seulement vous borner à permettre aux habitants d'y faire des cultures de menus grains et d'y élever des bestiaux et des volailles. Pour ces effets, vous pourriez leur concéder des terrains plus ou moins étendus suivant leurs facultés, à condition qu'ils n'y cultiveront aucune espèce de denrées commerçables telles que le sucre, le coton et l'indigo. » Le roi acceptait donc de soutenir une petite colonie sur la Grande Terre, à condition que son rôle soit de fournir les provisions nécessaires à l'île de Gorée. En revanche, la colonne interdisait catégoriquement toute tentative de reproduire le système des plantations américaines en Afrique. Dans sa correspondance avec Ménager, le ministre de la Marine ne fournissait aucun détail quant aux raisons pour lesquelles la couronne rejetait ce type d'agriculture. Quelques années plus tard, cependant, on trouve un argumentaire complet justifiant cette opposition. On repense à un marchand qui proposait de se rendre en Afrique pour fonder de nouvelles colonies sur la Grande Terre. Ce marchand nommé Saget affirmait qu'il était absurde de produire du sucre, café, indigo et coton en Amérique, puisqu'on pouvait les cultiver, à son avis, à la côte d'Afrique qui n'a que à 900 lieues de France. Il suggérait également d'employer, et je cite, des nègres libres qui se loueraient par mois pour peu de choses. Dans un mémoire interne du ministre de la Marine, l'un des premiers commis, M. Bedet, conseillait au ministre de décliner cette proposition. Bedet rappelait que Ménager avait conçu un projet similaire en installant une colonie sur la Grande Terre et que, à l'époque, la couronne avait explicitement autorisé la colonie à produire des vivres à l'exclusion des denrées commerciales américaines. Dans une référence directe à la colonie de Ménager, Bedet expliquait que, et je cite encore, « le motif de cette restriction était de ne pas cultiver dans un pays
que la France ne peut défendre en temps de guerre, une denrée qui fait la richesse de ses colonies méridionales et dont l'extension ne pourrait que leur être nuisible. Il est important que le café, l'indigo et le coton soient toujours à un prix qui puisse dédommager des frais de leur culture. On pense par ces raisons que le projet de Saget ne doit pas être exécuté. Autrement dit, la couronne s'était opposée aux activités expansionnistes de Ménager par crainte de provoquer une compétition commerciale au sein de l'empire entre l'Afrique de l'Est et les Antilles. Il est d'ailleurs intéressant d'observer que Beudet lui-même était propriétaire d'une plantation à Saint-Domingue. Bien entendu, Beudet notait que le motif de la restriction était aussi la difficulté de défendre de telles entreprises en temps de guerre, mais l'argument militaire semble avoir joué un rôle secondaire. La défense des possessions françaises était sur le point de revêtir une importance nouvelle. Lorsque la France s'engageait dans la guerre d'indépendance américaine aux côtés des 13 colonies, elle saisit l'occasion de reprendre possession du Sénégal en 1768. Le second argument de Beudet contre la colonisation agricole de la Grande Terre se trouvait donc affaibli. Le duc de Lauzun prit la tête d'une expédition pour reprendre les anciens forts français le long du fleuve Sénégal. L'année suivante, ses troupes réoccupaient Saint-Louis, qui commandait l'embouchure du fleuve. L'incertitude régnait cependant quant à la capacité de la France de conserver le Sénégal lors de futures négociations de paix avec l'Angleterre. L'opportunité de restaurer le Sénégal à la France ranimait immédiatement les promoteurs de commerce français en Afrique. Pour la plupart d'eux, la raison principale pour laquelle la France devait reprendre ses anciens forts au Sénégal était le commerce des esclaves et de la gomme arabique. Mais plusieurs d'entre eux voyaient aussi la reconquête du Sénégal comme une opportunité de réfléchir concrètement à une expansion coloniale en Afrique. Le directeur de la Compagnie de la Guyane française figurait parmi ceux qui proposaient une colonisation du Sénégal à grande échelle. Leur entreprise en Guyane ayant échoué, ils cherchaient maintenant à obtenir un monopole sur le développement du commerce et de l'agriculture en Sénégal. Leur description du potentiel de la rivière du Sénégal et de ses rives était très élaborée. Il mêlait d'ailleurs l'ensemble des arguments coloniaux pressants chez les économistes avec l'argument pour la traite des esclaves vers les Antilles. Voici leur description de la rivière du Sénégal et de son potentiel commercial. Je cite. « Le coton et l'indigo croissent sans être cultivés. Le sucre, café et le tabac pourraient y être cultivés avec le plus grand succès. Ce genre de cultures suffiront pour établir dans peu d'années, dans tout le cours de fleuve, la colonie la plus florissante. Les premiers pas vers la civilisation ouvriront bientôt à la France la route de Bambouk et les mines les plus riches qui existent dans l'univers. Réussissant ainsi le double avantage de la culture et du commerce, elle assurait pour toujours aux manufactures des débouchés immenses et dans une partie du globe inconnue jusqu'à présent, des ressources intarissables pour la culture des colonies de l'Amérique et mettrait dans sa disposition des richesses aussi abondantes que celles du Pérou et du Brésil. La reprise du Sénégal par le duc de Lauzun offrait donc des opportunités nouvelles. La France pouvait continuer à développer sa traite des esclaves, mais pour de nombreux observateurs, elle pouvait aussi commencer une expansion coloniale en Afrique. La France parvint à conserver le Sénégal au lendemain de la Révolution américaine, et l'attitude de la couronne sur les questions d'expansion coloniale semble alors avoir commencé à évoluer. Sa priorité demeurait la traite négrière, mais elle se détournait aussi progressivement de sa politique de non-territoire. Ce glissement s'exprimait d'abord dans l'approche des questions d'approvisionnement
comme dans l'écrit de Ponce de la Rivière quelques années plus tôt. Cette fois, cependant, le problème n'était pas celui de Gorée, mais la stérilité de l'île Saint-Louis. Les instructions de la couronne au chevalier de Boufflers, qui est le gouverneur du Sénégal entre 1785 et 1790, décrivaient l'île Saint-Louis comme un banc de sable aride dans l'embouchure du fleuve Sénégal où il ne vient, et je cite, « il ne vient ni arbre, ni plante, ni herbe, ni légumes d'aucune espèce ». Le climat y était qualifié de malsain. Le choix de Saint-Louis comme quartier général des intérêts français au Sénégal reposait seulement sur sa position stratégique pour la défense de la colonie. Comme pour Gorée, la couronne comprenait donc que si elle ne pouvait compter sur des vivres importés de métropole, elle devait les trouver dans son environnement le plus proche. Mais en ce faisant, elle commençait à s'intéresser au potentiel agricole de la vallée du Sénégal pour la production des denrées commerciales américaines. La couronne notait par exemple que vis-à-vis l'île Saint-Louis et celle de Sort, qu'on dit être fertile et susceptible de la culture du tabac, du coton et même du froment. Et je cite, « on trouve encore plusieurs îles voisines dépendant du chef-lieu, on l'en prétend que l'on pourrait élever des bestiaux. » Plus important, les perspectives semblaient encore plus prometteuses, plus en amont le fleuve. La couronne ajoutait ainsi dans les instructions de nouveau gouverneur qu'à 60 lieues en remontant le fleuve est une île assez grande nommée l'île de Morphil, sur le point de laquelle la Compagnie des Indes fit construire en 1743 un fort qu'on appelle Podor. Cette île très fertile produit une grande quantité de millet et on y trouve beaucoup de bestiaux. Le café, le coton et l'indigo y croissent sans soin. On assure même que le sucre y sera cultivé avec succès. Le Coran prenait soin de préciser que, et je cite, l'objet de la compagnie en formant cet établissement était de mieux assurer la subsistance de l'habitant de l'île Saint-Louis. En d'autres termes, la culture de la canne à sucre, du café ou du coton n'était alors pas un objet pendant l'administration de la Compagnie des Indes. Et pourtant, l'intérêt croissant pour le potentiel agricole de la région imprégnait l'ensemble des instructions données par la couronne. Il était ainsi rappelé que le fort Saint-Joseph, par exemple, avait été abandonné par la Compagnie des Indes avant le déclenchement de la guerre de 7 ans à cause de son mauvais air. Le territoire environnant, de même que la bande de terre entre Podor et Saint-Joseph, étant décrit comme beau fertile et renommé pour la bonté du tabac qui surpasse, dit-on, le meilleur de l'Amérique et de l'Europe. Ces remarques s'accompagnaient même de descriptions ethnographiques de la main-d'œuvre et des corps des différents peuples vivant sur la rive du fleuve. Et le couronne n'insistait désormais plus sur la nécessité de confiner les activités françaises à la traite négrière, comme elle le faisait précédemment dans ses échanges avec les administrateurs coloniaux de Gorée. De fait, c'est ainsi que le nouveau gouverneur Boufflers lançait un chantier d'expériment colonial et d'expansion agricole dans la région. Dès son arrivée en 1786, il déplaça rapidement le siège de l'administration de l'île de Saint-Louis à l'île de Gorée, où le climat était moins dangereux. Une fois installé à Gorée, il se montrait aussi enthousiaste au sujet de la grande terre que ses prédécesseurs. En déclarant son désir de coloniser cette magnifique campagne, c'est ces mots, il affirme que, je cite, « par le moyen d'un petit traité et d'un présent médiocre, je assurais au roi l'acquisition d'une superbe province, 100 fois suffisant pour l'approvisionnement des Français employés dans cette colonie. » Il ajoute même vouloir, et je cite, « fonder le plus grand établissement jamais fait hors de France ».
Boufflers rapportait qu'il avait fait planter du coton et de l'indigo sur toutes ces terres et que tous deux avaient remarquablement réussi. Selon lui, la culture de coton et de l'indigo préparait la prospérité future de la colonie, car d'après mes expériences, il n'y aurait rien de cette sorte qui ne réussirait. Je peux garantir que la France, ici, gagnerait des millions que l'on veuille les obtenir du commerce de la traite négrière ou par les moyens des cultures. De fait, la liste des exportations du Sénégal vers la France sous l'administration de Boufflers inclut pour la première fois non seulement des esclaves, mais de la gomme arabique, de l'ivoire, ainsi que 1500 livres de coton. Pour conclure, que nous apprend cette évolution de discours et des projets coloniaux en Sénégal? Selon moi, l'expérience de Boufflers reflète l'apparition d'un investissement croissant dans la constitution d'un empire colonial en Afrique à la veille de la Révolution française. En dépit des directives royales et d'une politique stricte de non-territoire imposée par le haut, qui privilégiait une approche commerciale plutôt que territoriale de la colonisation, les représentants locaux de la couronne à Gorée se trouvaient captivés par le potentiel intact offert par le continent africain. Ils cherchaient ainsi constamment à initier des mouvements d'expansion coloniale. Ce faisant, leurs efforts convergeaient avec les idées néocoloniales développées par les économistes en métropole. Cependant, comme je l'ai suggéré, les idées expansionnistes des gouverneurs et des entrepreneurs en Afrique de l'Ouest étaient aussi intimement liées aux problèmes d'approvisionnement nés de l'incapacité de la métropole à fournir un ravitaillement fiable à ses colonies et à l'aridité de Gorée et Saint-Louis. Au final, il n'y a eu guère d'expansion coloniale en Afrique sous l'Ancien Régime. Les dangers d'environnement africain pour les Européens qui s'aventuraient au-delà des côtes et la force relative de population africaine vis-à-vis les Européens limitaient les velléités d'expansion française au moins autant que n'importe quelle politique de non-territoire. Les avancées technologiques et médicales qui permettraient aux Européens de s'imposer en Afrique au cours du XIXe siècle n'existaient pas encore. C'est pourquoi, comme le démontrent notamment les travaux de Lauren Benton et Philip Steinberg, les empires coloniaux de l'époque moderne étaient largement confinés aux îles et aux vallées. Ceci était encore clairement le cas à la veille de la Révolution française. En quelques décennies, pourtant, la France coloniale passerait des îles à l'empire territorial. Alors, la prophétie de Michel Adanson se réaliserait. L'île de Gorée deviendrait la base de départ de la colonisation française en Afrique occidentale. Merci.